Donc je suis très honorée et très heureuse de présenter l'intervention de mon collègue Xavier Bioy, professeur de droit à l'Université Toulousain et spécialiste des libertés, des droits fondamentaux et de la bioéthique. Alors pour introduire son intervention, j'aurais tendance à commencer par une petite boutade. Je dirais que le droit est une chose sérieuse. Le droit est une chose sérieuse qui repose sur deux piliers, l'objectivisme et le réalisme. Le droit est donc fondamentalement hostile aux fantasmagories, à l'imaginaire, aux projections, et il a même du mal à intégrer des progrès scientifiques qui pourtant sont indéniablement là. Alors j'en prendrai deux exemples. À la fin du XIXe siècle déjà, le droit a eu du mal à intégrer la révolution industrielle, ces machines-outils qui arrivaient dans les usines et qui provoquaient des drames, des amputations, voire la mort des ouvriers. Le droit était fondé sur la faute, il n'y avait pas de faute visible, et donc il a fallu plus d'une vingtaine d'années pour que, ce fut notamment l'œuvre des magistrats, pour que le droit puisse finalement indemniser ses ouvriers. Plus près de nous, le droit a eu du mal à intégrer la procréation médicalement assistée qui a débuté dans le milieu des années 70, qui a vraiment éclaté dans les années 80. Et il a fallu attendre la loi bioéthique de 1994 pour que les PMA soient encadrés. Donc inutile de vous dire que l'homme programmé n'est pas du tout abordé aujourd'hui par le droit. Et que donc le professeur Xavier Bioy va faire œuvre ici, et je l'en remercie, de droit prospectif, c'est-à-dire qu'il va essayer d'imaginer ce que pourrait être le droit de l'humain programmé. Et c'est une tâche particulièrement difficile parce que, au-delà du fait que, pour l'instant, c'est une simple fiction, même si on connaît ce mouvement de transhumanisme, voire de post-humanisme, eh bien, l'homme programmé créerait une scission fondamentale entre les êtres humains, puisqu'il créerait des hommes programmés, donc, a priori, des hommes non programmés, au moins pour une période transitoire, alors qu'on sait que le droit est attaché à une valeur fondamentale qui est l'égalité, et que depuis plusieurs décennies maintenant, on s'attache à effacer toute discrimination entre les êtres humains. Des discriminations qui sont pour l'instant fondées sur des données relativement naturelles, comme le sexe ou comme peut l'être également le handicap, par exemple. Donc là, ce serait une nouvelle discrimination fondée sur les progrès scientifiques et qui, au contraire, aurait vocation à être réglementée et à créer finalement deux catégories d'êtres humains. Je n'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, et je vais donc laisser la parole au professeur Xavier Bioy. Merci beaucoup Sophie pour cette excellente introduction et merci à vous tous d'être là cet après-midi pour écouter une intervention qui est peut-être plus aride ou plus exotique que celle que vous avez pu entendre jusqu'à présent et qui vous parlait vraiment du fond de qu'est-ce que l'humain programmé. Pour rester sur une analyse juridique qui, Sophie l'a très bien dit, est nécessairement du droit fiction, nécessairement quelque chose de programmatique, justement. Je vais imaginer avec vous ce que pourrait être le droit du futur à propos des individus du futur, ne sachant pas du tout ce qu'il en sera. Les juristes sont juste habitués à commenter les lois telles qu'elles existent, telles qu'elles sont, et les idées qui ont pu germer à un moment ou à un autre. Mais du droit fiction, il y a très peu d'œuvres qui travaillent sur ce droit fiction. Il y a un ouvrage sur le droit des Martiens qui est paru il y a quelques années, sous l'angle un peu de la boutade, mais c'est relativement maigre comme littérature scientifique, nous dirons. Alors, je suis parti un peu de Bienvenue à Gattaca, comme scénario au moins de base, parce qu'il y est question dedans du génoïsme. Et le génoïsme, pour ceux qui se souviennent de ce film, c'est une discrimination qui est en principe interdite, mais qui est en réalité totalement institutionnalisée, que tout le monde pratique, parce que, dit le film, nous avons fait de la discrimination une science.
Donc, comme on vient de le dire, notre droit moderne à nous est fondé sur le principe de dignité, sur l'égalité de tous les êtres humains appartenant à un groupe humain qu'on peut appeler espèce, humanité, mais surtout pas sur une hiérarchisation de ces êtres, même si cette hiérarchisation a existé dans des droits anciens, et particulièrement dans l'esclavage jusqu'à des périodes, hélas, relativement récentes, et il y a encore de l'esclavage contemporain, mais partout, c'est ignoré par le droit, c'est nié par le droit, c'est quelque chose qui est interdit, c'est plutôt quelque chose qui relève du fait plutôt que d'une institutionnalisation aujourd'hui. Donc on a quand même déjà des points de comparaison, vous voyez, avec des choses qui ont pu ou qui existent encore. Le paradigme du droit moderne, à côté de l'égalité, c'est aussi la liberté. Vous le savez tous, depuis la Révolution française, et elle a fait des petits dans le monde, l'idée de liberté est centrale dans le droit moderne par rapport à ce qu'on a appelé le droit naturel classique, qui hiérarchisait beaucoup les choses et les êtres. Aujourd'hui, c'est la liberté. Alors, est-ce que dans la perspective d'un humain programmé, est-ce que ces deux fondements, l'égalité et la liberté, ne vont pas purement et simplement disparaître ou être aménagés autrement, sous une forme un peu plus hypocrite, de règles qui seraient contournées ou dans lesquelles il y aurait de nombreuses exceptions ? Un humain sans doute programmé appellerait une modification d'ampleur, je crois, des règles de droit, mais je me suis même demandé si ça n'allait pas au-delà. C'est-à-dire si les fondamentaux, si les structures du droit moderne ne seraient pas complètement revisitées, chamboulées par cette mutation que nous apprennent les technoprophètes. Alors il y a une seconde difficulté à ce droit fiction, c'est qu'on a du mal à envisager tous les aspects. Évidemment, moi je vais partir d'aspects politiques qui ont une transcription juridique, mais en réalité c'est tout le droit qui pourrait être revisité de A jusqu'à Z à partir de ces deux fondamentaux, l'égalité et la liberté, mais aussi à partir du règne de la volonté, qui est assez fondatrice. Alors j'ai essayé de voir s'il y avait des juristes qui avaient travaillé là-dessus, et je ne suis tombé que sur un rapport de la Commission nationale d'éthique suisse, dont peut-être il sera fait état plus tard, qui dit que de toute manière il est hors de question de traiter les aspects juridiques tant ils sont nombreux. Alors qu'ils travaillaient justement sur le développement de l'humain. Ils ont dit non, il y a trop d'aspects, on ne peut pas les circonscrire. Donc moi, je suis très à l'aise avec ça, mon objectif est impossible à atteindre puisque même les Suisses ont renoncé. Je vais le faire pour vous, sans filet, mais tranquille. Alors, vous me direz, c'est pas tout à fait quand même ignoré par le droit contemporain, parce que si l'idée de programmation vient de l'influence de la génétique, de l'influence des neurosciences, peut-être même de l'influence de la protéonomique, c'est-à-dire le fait d'identifier par les protéines des récurrences dans le développement humain. Ces trois disciplines, plus ou moins contemporaines, ont en commun l'idée de programmation, c'est-à-dire que l'on peut, par la découverte des données génétiques ou des données neuroscientifiques, on peut prévoir un avenir à plus ou moins long terme pour l'individu, un avenir toujours statistique uniquement, c'est pas individualisé totalement, mais enfin, le programme est là. Et il y a déjà dans nos lois de bioéthique des aspects sur la génétique, quelques bribes sur les neurosciences, dans l'idée justement que ces techniques ne doivent pas être utilisées à des fins de discrimination ou de programmation des individus. On peut savoir, mais c'est dans l'idée de prévenir, éventuellement de guérir, mais certainement pas dans une perspective d'amélioration, de sélection ou de remise en cause du pacte social. Or, c'est justement l'inverse que les post-humanistes nous prédisent ou préconisent même carrément. Ce serait donc un renversement de nos règles juridiques. L'apport du droit à cette réflexion est donc importante parce que ce projet politique qui est porté éventuellement par les sciences de la programmation, prenant appui sur l'informatique et sur le numérique, ce qu'elles nous prédisent, c'est justement une mutation sociale qu'il faudra mettre en forme. Donc le droit peut être un outil, hélas, de ce post-humanisme. C'est un droit qui peut être l'instrument de cette mutation politique. Alors il y a un débat fondamental entre les juristes toujours. Est-ce qu'il y a des structures anthropologiques du droit ? C'est-à-dire, est-ce que le droit, malgré lui, est quelque chose d'objectif qui vient du droit romain et même d'au-delà et qui garde la civilisation ? Le droit a été œuvre de civilisation sous l'Antiquité, il l'a été de nouveau avec le nouveau droit à partir de la fin du Moyen-Âge. Est-ce que ce droit porterait en lui une sorte d'ADN du droit qui serait un droit œuvre de civilisation, donc d'égalité, de liberté, de rationalisation ? D'autres disent pas du tout, le droit c'est de toute manière un outil du politique. Si la décision politique est fasciste, totalitaire, discriminatoire, eh bien le droit suivra et créera les structures discriminatoires, fascistes ou totalitaires. C'est un instrument neutre. Et ça, c'est vraiment un vrai débat qui clive à l'intérieur de la communauté des juristes. Certains croient du comme faire que le droit est le gardien d'une civilisation et qu'il sera un frein au post-humanisme. Je vous laisserai seul juge une fois que j'en aurai terminé.
Actuellement, nous avons justement un mouvement qui va contre ce post-humanisme ou contre cette idée qu'on pourrait exploiter l'individu. Nous avons, depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus depuis la Seconde Guerre mondiale, un mouvement de fondamentalisation du droit. C'est-à-dire qu'à côté d'un droit très utilitaire pour la consommation, pour la vie de famille, un droit qui fixe des règles, il y a des droits fondamentaux, des droits de l'homme, des droits qui sont communs à tous les individus et qui relèvent d'une sphère vraiment fondamentale, c'est-à-dire à la racine de tous les autres droits. Un droit ne serait valable que s'il est conforme à ces droits fondamentaux. Vous connaissez tous la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avons aujourd'hui plus de 300 textes qui portent sur les droits de l'homme à tous les niveaux, national, européen, international. Donc ce mouvement de fondamentalisation, qui est une réaction à la Shoah, qui est une réaction à la Seconde Guerre mondiale, a bien fixé le cap de nos sociétés, qui est de conserver ce pacte moderne de la liberté, de l'égalité, de la non-discrimination. Donc ce seraient plutôt les conservateurs qui ont raison. L'ADN civilisationnel du droit serait un frein à ces évolutions et peut-être ce serait rassurant. Eh bien, si je lis les post-humanistes, tout ça n'est que fétu de paille et devrait, à terme, assez rapidement être modifié au regard de ce grand projet de l'homme programmé, parce que justement, les droits fondamentaux, c'est les droits subjectifs. Subjectif veut dire les droits du sujet seul, le droit du sujet qui peut avoir accès à tout ce qui lui permet son développement, son autonomie, son épanouissement, et que si ça passe par une augmentation de ses capacités cérébrales ou physiques, eh bien c'est un droit. C'est justement au nom de la fondamentalité que l'on va permettre l'accès aux nouvelles technologies à ceux qui le peuvent. De quel droit est-ce qu'on interdirait à ceux qui peuvent être mieux d'être mieux ? Et de quel droit est-ce qu'on autoriserait on imposerait à ceux qui ne veulent pas être mieux d'être mieux ? Chacun fera ce qu'il veut. C'est l'autonomie fondamentale de l'individu. Et les civilistes le savent très bien, eux qui sont gardiens comme Sophie de cette tradition du droit romain et du gardien des bases anthropologiques du droit. Les droits fondamentaux font peur à beaucoup de juristes aujourd'hui parce qu'on est dans le subjectivisme absolu, dans le désir absolu, dans la convenance personnelle absolue, où les droits sont une exigence pour que la société perde tout ordre public, s'adapte à la volonté de l'individu. Donc vous voyez cette grande lutte entre ces deux tendances, avec un droit qui pourrait être réactionnaire par rapport à l'humain programmé, et un droit qui, au contraire, serait peut-être une sorte de collaboration avec ce post-humanisme. À partir de là, le droit est aussi la possibilité d'influer collectivement sur les choix individuels. Y aura-t-il une force politique suffisante pour que ces techniques soient encadrées et pour qu'elles ne portent pas atteinte à l'identité même de l'humanité ? Cela impliquerait donc peut-être de construire un droit de l'humain, pas des droits de l'homme, mais un droit de l'espèce humaine, un droit du groupe humain, une identité humaine. Et on va voir que ça aussi, ça a été ébauché à travers certaines catégories comme les crimes contre l'espèce humaine, comme les patrimoines de l'humanité. Il y a depuis une quarantaine d'années, là aussi, une construction d'un statut de l'humain. Faudra-t-il inventer un statut pour le robot face à l'humain ? Ça va interroger réellement cette humanité. Est-ce qu'on peut juridiciser l'humanité au-delà de l'individu dont je vous parlais tout à l'heure ? L'homme qui sera programmé sera-t-il un homme augmenté ? Je me suis quand même posé la question au stade des définitions. Est-ce que l'on peut faire l'équivalence ? Alors, vous avez suivi des conférences aujourd'hui et hier que je n'ai pas entendues, mais je crois qu'il y a un lien quand même très net entre l'homme programmé et l'homme augmenté. Pourquoi ? Dans l'idée de programmation, il y a l'idée que l'humain serait déjà programmé en lui-même, par la génétique, par le système neurologique, par son développement, par son déterminisme biologique, et que donc programmation à un premier niveau veut dire je connais l'avenir de l'individu parce que grâce aux données que j'ai, je peux prédire. Donc il y a une forme de transparence. Programmation ici veut dire le programme est déjà là, mais je le connais, donc j'ai une information que les techniques aujourd'hui me permettent d'avoir et que je n'avais pas autrefois. Mais programmation veut dire une deuxième chose, c'est qu'une fois que je sais, j'ai aussi les techniques qui me permettent de décider de ce qu'on va faire. Donc d'aller dans un programme qui n'est pas purement constaté, mais un programme qui est décidé, où l'évolution de l'individu est décidée soit par lui-même, soit par le groupe, en fonction de ce que l'on souhaite. Vous voyez donc que le sujet est d'emblée ici situé sur un plan politique, sur le plan d'une gouvernance des inventions biotechnologiques. Et ce thème de la gouvernance, il est déjà largement travaillé par la science politique, mais aussi par les juristes, pour savoir qui décide de quoi. Est-ce que c'est au niveau européen, au niveau national ? Il y a un enjeu de souveraineté sur ces techniques. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a une forme de dumping éthique, c'est-à-dire que les pays les moins exigeants juridiquement attirent les
fabricants, producteurs, chercheurs de biotechnologie sur leur territoire, et que donc les États qui résistent ou qui voudraient résister en imposant des limites se retrouveront très vite aussi mis sur le côté, au banc de la recherche, sans financement, sans possibilité d'accéder ensuite aux thérapies innovantes. Donc il y a un enjeu de compétitivité qui dépasse notre souveraineté. En réalité, on va toujours vers le moins-disant éthique d'une certaine façon. Donc ça aussi, c'est aussi un enjeu de pouvoir. Qui décide de quoi et jusqu'où peut-on décider nous-mêmes à un stade démocratique, là où d'autres ont déjà choisi pour nous, d'une certaine façon, en se permettant de se doter de ces techniques. Donc les prévisions sont pour moi très difficiles, mais les juristes peuvent quand même commencer à travailler sur des scénarios. J'ai envisagé peut-être le pire, en tout cas pour moi, parce que je serai au chômage, l'hypothèse de la fin du droit. Ben oui. Si je suis certain transhumaniste ou post-humaniste, c'est qu'une fois que l'individu sera tellement intelligent et tellement appuyé sur l'intelligence artificielle, il n'y aura plus de conflit. Chacun saura ce qu'il y a à faire, il n'y a plus de règles à instituer pour régler des conflits de conception, il y aura un gouvernement unique, des techniques qui vont toutes dans le même sens, et donc peut-être que le droit sera tout simplement inutile. La société n'étant plus conflictuelle, plus besoin de règles de droit, plus besoin de juges, plus besoin de systèmes, plus besoin de professeurs de droit. Et donc je serai peut-être dans ma piscine, dorloté par je ne sais qui, par je ne sais quel robot qui m'empêchera de penser que je suis nécessaire à quelque chose. Bon, c'était le scénario qu'on évoquait hier. Ou bien alors l'inverse. Certains ont accès aux techniques, pas d'autres, et donc c'est la loi du plus fort qui va s'imposer. Peut-être la fin du droit par le règne du plus fort. Ou peut-être que le droit va continuer, au moins de façon transitoire, à régler un certain nombre de situations. J'y crois. On n'a jamais connu de société sans droit. Les Romains nous l'ont toujours dit. Ubi societas, ibi potestas. Il y a toujours du droit dès qu'il y a deux individus, humains, transhumains, post-humains, ils auront toujours des désaccords. Bien. L'objet de ma démonstration n'est donc pas d'écarter le droit, sinon j'aurais pu m'arrêter tout de suite. Je vais essayer de vous montrer que la programmation et l'augmentation de l'homme sont avant tout des projets politiques qui remettent en cause certainement le droit moderne, le droit humaniste, justement, et qui peuvent se heurter à des traditions qui vont ou freiner ou accélérer ce mouvement. À terme, je vais vous proposer sans doute de voir que d'autres statuts vont émerger, l'intelligence artificielle, le robot, avec et en liaison avec l'humain, et que de nouveaux droits, à mon avis, fondamentaux vont émerger. Des droits fondamentaux spécifiques aux humains programmés, et des droits fondamentaux, sans doute, pour les invalidés. Je reprends le terme de Bienvenue à Gattaca, des gens qui n'auront pas voulu être programmés et qui vont se retrouver dans une zone particulière, sans doute proche soit des esclaves, soit, peut-être plus positivement, si j'ose dire, dans le statut de ce que sont aujourd'hui les personnes handicapées, où on a créé des statuts spécifiques pour essayer de réduire cette distance entre ceux qui ont pleine capacité et ceux qui ont une sous-capacité à réaliser ce qu'ils veulent réaliser. Donc les modèles ne manquent pas, les modèles juridiques. Je peux piocher dans l'esclavage, je peux piocher dans le handicap. On a déjà des façons de penser ces différences sur fond d'égalité plus ou moins symboliquement conservées. Dans un premier temps, donc, je voudrais vous parler du rôle du droit dans cette future société, puisqu'il faut que je campe les aspects politiques avant de passer aux aspects juridiques. Dans cette future société ou dans la transition vers cette société, nous allons avoir certainement de nouvelles règles et peut-être même de nouveaux systèmes de règles. Aujourd'hui, les auteurs qui défendent plus ou moins un post-humanisme en appellent à de nouvelles règles. Ce n'est pas un non-droit. Ils disent qu'il faudra des règles juridiques, et on va voir un peu ce que j'ai pu trouver ici ou là sur le net ou dans les ouvrages, sur ces projets juridiques que préconisent certains. Et cela semble, j'en ai peur, dessiner une société de caste, une société à double ou à triple vitesse, que le droit va probablement, si on les suit, plus organiser qu'empêcher. D'abord parce que le transhumanisme appelle à un nouveau droit. Je suis allé sur plusieurs sites de transhumanisme, et vous avez quelques juristes qui, j'utilise le mot, collaborent. Par exemple, Adrien Pourbarman qui nous dit « Il ne fait aucun doute que l'apparition d'une convergence des technologies NBIC pourrait provoquer un bouleversement dans l'équilibre sociétal. Il serait donc inconcevable de ne pas se pencher sur les conséquences juridiques que cela entraînerait. Le progrès doit être conforme au droit et le droit conforme au progrès. » Il explique qu'il y a un courant bioconservateur et un courant bioprogressiste dans lequel il s'inscrit parfaitement et dans lequel devrait s'inscrire tout un chacun pour un droit de transition. J'ai repris aussi les propos de Serge Trottein qui nous dit que le transhumanisme est un pré-post-humanisme. Pré-post-humanisme. C'est-à-dire que l'on anticipe sur ce que sera le post-humain plus tard, mais il ne l'est pas. Donc on a un droit transitoire. Et ce droit transitoire, eh bien, il doit se baser sur une libéralisation. Libéralisation des corps,
puisqu'il faut remettre en cause les sacro-saints principes d'intégrité corporelle, de consentement, de dignité, d'indisponibilité du corps humain, voire d'indisponibilité de l'état civil, tout ce qui est déjà amorcé finalement aujourd'hui par un certain nombre de secteurs. Et il faut libéraliser pour que chacun puisse disposer de ses ressources corporelles et éventuellement des ressources d'autrui. Si j'en ai besoin pour de la thérapie ou autre chose, qu'importe, je dois pouvoir piocher dans les ressources des uns et des autres qui me sont nécessaires, donc pour une libéralisation du don d'organes, pour une libéralisation d'un certain nombre de techniques. Le tout, sans doute, ils nous disent, régulé démocratiquement. Hein. Il faudrait que tout ça soit transparent, public et qu'on choisisse. Bon, en réalité, c'est largement une politique du fait accompli, sans doute, par ceux qui ont les moyens de se fournir sur le marché et qui pourront ainsi mettre les autres devant cette réalité. Certains vont même un peu plus loin, je pense à Peter Sloterdijk, il nous parle d'un codex des anthropotechnologies. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est du droit, hein, il veut un nouveau code, un code qui régisse les relations anthropotechnologiques, c'est-à-dire un droit qui organise une inévitable sélection, nous dit-il. Puisque certains auront accès, pas d'autres, puisque certains voudront être modifiés, pas d'autres, eh bien on va faire une sélection de ceux qui sont programmés et de ceux qui ne le sont pas. Et cette sélection, elle ne doit pas être cachée, elle est déjà là, nous dit-il. Donc il faut simplement la réguler par des règles de droit. Le droit est simplement celui qui publicise, organise, apporte une certaine transparence à ce projet politique. Il incite, je le cite, à se saisir du jeu de façon active et formuler un codex des anthropotechniques qui organise et publicise la matière dont la sélection s'opère. On a donc une course vers le développement technologique quasi infini qui doit être organisée, ouverte, donc évidemment une critique du principe de précaution et de toute limite techno-juridique. On arriverait donc sans doute à ce que je pourrais appeler une société de caste, une société à plusieurs vitesses avec des surhommes un peu nietzschéens qui reposent sur une mécanique très particulière. Là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un mécanisme fondamental du droit qui allait être remis en cause, c'est le mécanisme du sujet de droit. Pour ceux qui ne sont pas juristes, une petite explication. Le droit étant quelque chose de purement abstrait et virtuel, on a besoin d'imputer, d'attribuer, si vous préférez, des droits et des obligations à un support mental qu'on appelle le sujet de droit. Vous êtes tous sujets de droit parce que vous êtes à la fois locataire ou propriétaire, employeur ou employé, parent ou enfant, successeur, ayant droit ou pas ayant droit. Vous avez différentes liaisons juridiques avec d'autres individus et tout ça est attribué à votre personnalité juridique qui fait de vous un sujet de droit, purement virtuel. Ce sujet de droit, il peut être attribué à un corps, mais il peut être attribué à autre chose qu'un corps, c'est la personne morale, mais on peut aussi refuser cette personnalité à un corps. L'embryon n'a pas de personnalité morale, bien qu'il ait un corps. L'esclave avait un corps, mais pas de personnalité. D'accord ? Donc c'est quelque chose de très standardisé, de très fonctionnel que les Romains ont inventé. La question est, dans le post-humanisme, qu'est-ce qui va advenir de cette personnalité ? Actuellement, dans le droit moderne, tout individu a droit à une personnalité juridique. C'est écrit dans les textes des Nations Unies. Dès qu'un individu existe, qu'il est né vivant et viable, il a une personnalité et une seule, parce qu'il pourrait en avoir plusieurs. En droit romain, on pouvait avoir plusieurs personnalités. Aujourd'hui, avec la période chrétienne, si vous voulez, moderne, on a une seule personnalité. Mais si demain, notre individu est programmé, augmenté, c'est-à-dire qu'il a une intelligence artificielle dans la boîte crânienne qui le connecte directement aux infos de Google, lequel Google lui dit dans cette situation, tu devrais plutôt faire ça que ça, parce que toutes les informations que j'ai tendent à une décision rationnelle, est-ce qu'il ne faudra pas soit imputer tout cela à une seule personnalité, soit multiplier les personnalités pour chaque individu ? J'aurai ma volonté propre, plus celle de Google qui m'a conseillé et qui pourrait être l'auteur réel de ma décision. Est-ce que ma décision sera toujours ouverte ou est-ce que Google parfois dira « maintenant c'est plus toi qui décides, c'est moi qui prends la main ». Je peux avoir, c'est un peu de la schizophrénie sans doute, je ne suis pas psychiatre mais ça ressemble un peu à ça, je pourrais avoir en moi plusieurs sujets en fait, plusieurs centres de décision. Donc il faudrait modifier la technique du sujet de droit pour admettre qu'il puisse y avoir plusieurs volontés, plusieurs décisions. Ça pourrait être une évolution assez majeure dans le droit moderne qui a quand même ce point fixe qui est le sujet de droit jusqu'à présent. On pourrait également voir évoluer tout simplement les règles de fond sur la non-discrimination, dont vous voyez qu'elle deviendrait le principe plus qu'elle ne serait une limite. Et on voit que l'hybridation aussi entre l'homme et le robot pourrait amener à cette augmentation qui créerait des humains qui ont des capacités de décision, d'autonomie bien plus importantes qu'elles ne sont aujourd'hui.
Vous savez qu'aujourd'hui, on protège beaucoup la volonté par le système des vices du consentement, par le fait qu'on interdise certaines décisions qui paraissent pas rationnelles à l'individu. La société protège l'individu malgré lui, mais si cet individu est vraiment très autonome, si vraiment il a toutes les sources d'information et toute liberté pour décider, ce droit sera certainement à l'avenir beaucoup moins protecteur qu'il ne l'est aujourd'hui. Et alors, qu'adviendra-t-il, je suis toujours dans le projet politique, qu'adviendra-t-il de ceux qui refusent? Eh bien, la formule, elle est extraordinaire, elle est de Kevin Warwick, dans son livre « I, the Cyborg », donc qui a été cité déjà plusieurs fois. Il dit « Ceux qui désireront rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap, le mot est donné, ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur ». Forme de darwinisme social, bien évidemment, qui refait surface et que le droit doit instituer, il en sera l'outil. Donc nous avons clairement un risque eugénique dans cette société de caste, puisque, comme à Gattaca, certains seront sélectionnés pour participer à la grande aventure des surhumains et pas forcément les autres. Mais à titre transitoire, on est toujours rassurant sur le fait qu'à terme, tout le monde aura les moyens d'y accéder, plus ou moins. La régulation contemporaine donc serait balayée. Je veux quand même m'arrêter sur le fait qu'aujourd'hui, on a un peu anticipé déjà cette question-là, au moins en droit français, et en droit européen, puisque ça vient principalement de ce qu'on appelle la Convention d'Oviedo, une convention qui dépend du Conseil de l'Europe, donc qui rassemble aujourd'hui près d'une vingtaine d'États qui l'ont signée et ratifiée. Et dans cette Convention d'Oviedo, il y a le concept de crime contre l'espèce humaine, pas des crimes contre l'humanité, qui invoquent des notions plus symboliques, relevant de la discrimination telle qu'elle a pu être pratiquée dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Les crimes contre l'espèce humaine, c'est plus précis que ça, c'est vraiment biologique. Ce sont des crimes qui reposent sur la sélection des personnes et qui remettent en cause, on va dire, l'aléa génétique. Alors, à l'origine, c'est l'eugénisme, qui est le principal crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, mais on y a ajouté en 2004 le clonage reproductif. Alors on a mis le paquet, c'est-à-dire que c'est prescriptible, contrairement au crime contre l'humanité, mais c'est 30 ans de réclusion criminelle et je ne sais plus combien, 7 millions, je crois, d'euros d'amende si on modifie, si on tente de créer un clone qui va naître, ou si on met en place une politique d'eugénisme. Donc moi j'ai cherché le concept commun quand on parle de crime contre l'espèce et que dedans il n'y a que deux crimes, l'eugénisme et le clonage reproductif. J'ai essayé de trouver le concept commun que le législateur n'a pas du tout explicité et ça semblerait être cette loterie génétique. Ceux qui tentent de créer sans passer par l'aléa génétique, par le hasard de la rencontre de la reproduction sexuée à naître pour le projet qu'ils constituent, donc pour une programmation, a priori c'est le crime absolu. C'est un crime contre l'espèce. Bon, après, je peux contester cette idée d'espèce qui biologise un peu trop l'humanité à mon goût, mais enfin, c'est une façon d'aborder le problème. Donc aujourd'hui, la France a pris la tête un peu, parce que nous sommes les seuls, dans le cadre de la Convention d'Oviedo, à avoir cette liste de crimes contre l'espèce et à avoir envisagé déjà les dérives biologiques du projet politique dont je vous parle. Ceci étant dit, je ne vois pas très bien la cohérence d'ensemble. Bon, ce hasard génétique, il est quand même souvent exploité. Car il y a ce qu'on appelle le paradoxe saurite. Ce qu'on interdit, c'est l'eugénisme collectif. Mais à partir de combien de grains de sable, j'ai un tas de sable? À partir de combien d'enfants sélectionnés par diagnostic préimplantatoire, j'ai une politique collective d'élimination des difficultés génétiques, des problèmes génétiques. Bon, c'est un problème qui a été longtemps soulevé dans le cadre des lois de bioéthique. Bon. Donc ça n'empêcherait pas des individus isolément quand même de vouloir sélectionner leur enfant. Ces incriminations-là ne s'y appliqueraient pas. Ce qu'on interdit, c'est que l'État décide d'une politique globale. Okay ? Donc on n'est pas toujours très armé nécessairement. J'en viens à la seconde partie pour aller beaucoup plus vite, le sujet des droits de l'homme face au surhomme programmé. Donc voilà, c'est acquis, nous avons des cyborgs, l'individu est augmenté, il a en lui soit de l'intelligence artificielle, soit des muscles plus importants, enfin tout ce qu'on a vu déjà, tout ce qui a été décrit par d'autres intervenants ici. Et là se pose la question du statut de cet humain programmé. Est-ce qu'il va avoir le statut habituel ou est-ce qu'il faut créer quelque chose de différent pour tenir compte du fait qu'il est aussi un robot ? Et beaucoup de juristes aujourd'hui travaillent sur le droit de la robotique et du robot. Il y a des traités très volumineux de plusieurs milliers de pages sur le statut du robot dans ses différentes fonctions. Et notamment sur les androïdes, sur ces humains augmentés ou ces robots humanisés par une enveloppe biologique. Est-ce qu'il faut réfléchir comme on le fait souvent en disant c'est par comparaison, finalement, à partir de combien d'éléments techniques je ne suis plus un humain, ou à partir de combien d'éléments biologiques le robot s'humanise ? Beaucoup raisonnent comme ça, avec un système de tout et de parties. J'aborderai le problème tout à fait autrement. Il me semble que si le droit devait trouver une adaptation
pour que les droits de cet individu spécial soient pris en compte, il faudrait sans doute le faire tout simplement en fonction de l'aide qu'apporte la partie technique à la partie humaine. Jusqu'à présent, le droit est un droit anthropocentrique, c'est-à-dire qu'il est fait par les hommes pour les hommes, et que tout ce qu'il protège, ce droit, est en fait utile à l'homme. Le débat a déjà lieu sur les grands singes. Est-ce qu'ils sont tellement proches de nous qu'ils ont droit à la personnalité juridique, à des droits subjectifs? Et le débat a lieu aussi sur les animaux domestiques qui nous sont utiles. Est-ce qu'il ne faut pas étendre la personnalité juridique à ces animaux parce qu'ils sont un peu nous? Et le débat a lieu déjà sur les prothèses. C'est déjà connu. Le juge, parfois, protège la prothèse de hanche ou la canne de quelqu'un. Un voleur lui a pris. Est-ce que c'est juste un vol ou est-ce que c'est une atteinte à l'intégrité physique? Le droit s'est déjà interrogé là-dessus. Et les solutions existent. En général, ces outils font partie de la personne. Donc le robot qui va augmenter mes capacités suivra mon statut d'humain parce qu'il m'est utile, tout simplement, parce que le droit est un droit utile à l'homme. Ce qui peut se passer inversement, c'est l'intelligence artificielle qui créerait son propre droit face au celui de l'espèce humaine. Mais là, c'est la loi du plus fort, c'est plus du droit. Là, on est dans un débat politique. Donc je ne crois pas à des droits du robot. Je crois à des droits du robot quand il assiste l'humain et dans la limite de la souveraineté humaine. Si nous perdons cette souveraineté un jour face aux robots, ce sera le droit des robots, ce ne sera plus le droit dont je parle. Et j'espère ne pas être là pour devenir un professeur de droit des robots. Mais il y aura certainement un prof robot de droit. Bref, c'est pour vous dire que le droit va s'adapter, mais uniquement toujours dans l'optique de ce que les humains voudront en faire. Et donc on retombe sur le débat politique de tout à l'heure. Le principe de dignité de la personne, il va évidemment s'adapter du coup. Parce que le robot va être nécessaire à ma dignité, il va être nécessaire au statut auquel j'ai droit. Quand on dit dignité, ce sont des débats infinis, mais je crois qu'il y a un principe qui est un principe hiérarchique, contrairement à ce qu'on croit. Il y a le digne parce qu'il y a l'indigne. Dignitas, dans le droit romain, ce sont les décideurs publics, ce sont les dignitaires du régime, ce sont des gens qui sont au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas du tout un principe d'égalité, la dignité. Le principe de dignité comme égalité, il vient avec le christianisme, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, chaque être humain a une personnalité juridique parce qu'il est digne aux yeux de Dieu, etc. Ce n'est pas dans l'ADN du principe de dignité, l'égalité. C'est quelque chose qui a été apporté de façon moderne, si j'ose dire. La dignité, c'est avant tout une hiérarchie. Il y a ceux qui sont au-dessus, les dignes, et il y a les indignes qui sont en dessous. Donc le principe de dignité, il s'adaptera très très bien à une société de caste et à une société post-humaniste avec des gens qui ont des capacités augmentées et qui seront sans doute plus dignes que les autres. En tout cas, il n'y a pas ici de racine anthropocentrique, contrairement à ce que beaucoup de philosophes nous mettent dans les pattes au niveau du principe de dignité. Je n'ai pas dit que je le regrettais ou pas, mais je pense que ce n'est pas la bonne piste si on veut se défendre contre une mutation du droit. Le sujet de droit, du coup, vous allez voir, s'il devient une société de caste, si nous avons une double vitesse, au moins provisoirement, si nous intégrons le robot dans l'humain, eh bien nous arrivons à des droits de l'homme qui ont changé de visage. C'est le dernier temps de ma démonstration. C'est-à-dire que soit on ne parle plus du tout de droits de l'homme, puisqu'ils sont fondés sur l'égalité, sur la liberté, auquel cas on évacue totalement l'idée de droits de l'homme, soit par hypocrisie ou par symbolique, les post-humains, c'est ce qu'ils font, gardent le langage des droits de l'homme, mais vont passer à des droits de l'homme à double vitesse. Les droits de l'homme surhumains et les droits de l'homme invalidés ou non humains ou sous-humains, je ne sais pas comment on va les appeler. Donc ces droits de l'homme vont être modifiés et ce ne seront plus les droits de l'homme des Lumières, on est d'accord, on va tourner la page, le marketing reste, mais la structure des droits de l'homme, des droits fondamentaux, va certainement beaucoup évoluer. Alors, je me suis amusé, pardon, c'est du jeu prospectif, encore une fois, c'est du droit fiction, je ne sais pas du tout si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je pense que les droits qui existent déjà vont certainement muter, s'adapter, pour les deux catégories, il y a des droits qui seront pour tout le monde, mais ils seront un petit peu différents pour les surhumains, et puis il y a des droits qui vont être nouveaux, à la fois pour les humains programmés, et des droits qui seront nouveaux aussi pour les invalidés, qui vont se retrouver dans un statut un peu en dessous. Alors l'adaptation des droits existants, il y a des choses dont vous pouvez vous douter assez aisément. Si je commence par la santé, c'est de là que vient le problème à la base, commençons par là. Il est évident que les post-humanistes ont déjà travaillé là-dessus en disant « oui, la santé, ça va complètement évoluer, bien sûr. Puisque cet homme programmé sera un homme transparent, je vais pouvoir savoir quel est son état de santé, quel sera son état de santé et ce que je dois faire pour qu'il puisse maintenir, voire augmenter ses capacités physiques. » Donc le droit à la santé, qui existe aujourd'hui dans un certain nombre de textes juridiques, qui est un droit à l'accès aux soins et qui est aussi un droit à refuser des soins, ce droit à la santé, il va évoluer vers un droit à la longévité, à l'immortalité, un droit à éviter la dégradation plus qu'à se réparer.
Donc il y aura de nouvelles prérogatives, de nouveaux éléments subjectifs dans ce droit à la santé qui sera une forme d'exigence vis-à-vis des systèmes de santé ou vis-à-vis de ceux qui détiennent les techniques de santé. Cela implique aussi d'avoir accès à toutes les informations de santé. Or, aujourd'hui, il y a des différentes strates d'accès pour le patient, pour le médecin, il y a le secret médical, mais là, dans un système globalement géré, la santé sera beaucoup plus transparente et ces données seront beaucoup plus ouvertes. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé dans les textes des post-humanistes dont je vous parlais. Ils plaident pour une reconnaissance progressive d'un véritable droit à la santé. Aujourd'hui, on n'a pas de droit à la santé, c'est-à-dire que l'État n'est pas débiteur du fait que vous soyez en bonne santé s'il ne peut pas vous rendre la bonne santé. Mais comme les techniques existeront, vous aurez le droit d'être en bonne santé, que vous soyez programmé ou non programmé. C'est génial. Cet accès aux soins, ça c'est plutôt positif, je ne sais pas. Bon. Le droit à la santé pourra donc être un droit d'accéder à toutes les ressources de santé, et peut-être, alors là, si on a une société de caste, encore une fois, à ce que les humains programmés et dominants puissent accéder aux organes des humains non programmés et non performants, qui, eux, seront à terme, par ailleurs, voués à mourir assez vite. Donc, mourir pour mourir, autant qu'ils donnent leurs organes à ceux qui le méritent et qui feront de grandes choses, c'est-à-dire les humains programmés. Donc, sans doute, certains seront des réservoirs. Et on le voit aujourd'hui avec le trafic d'organes, ce n'est pas quelque chose de totalement impensable dans le monde contemporain. Rien ne permettra par contre de penser que tous les humains, en tout cas dans la période transitoire, auront accès à tous les soins pour le coup. Parce que ceux qui de toute manière auront une pathologie incurable, qui sont désinvalidés, on ne voit pas pourquoi on les soignerait, puisque de toute manière, ils vont y passer tôt ou tard, alors que les autres ont une longueur de vie beaucoup plus importante, qui n'est pas comparable. Au stade de la reproduction, vous le voyez bien venir, on est déjà là-dedans. Une reproduction asexuée, enfin je renvoie à Aldous Huxley, Meilleur du monde, tout ça a déjà été pensé avant moi. Une reproduction asexuée, une reproduction qui est un droit à l'enfant, un droit à se faire livrer l'enfant, une reproduction qui est purement choisie, une reproduction qui implique de purger de toute pathologie l'ADN de l'enfant à naître et de pouvoir le programmer, et pourquoi pas l'avoir au stade que l'on veut. Ça, ce serait super. C'est-à-dire qu'on va s'éviter les couches, les biberons et les nuits difficiles, et on va avoir un enfant comme la pizza, déjà bien chaud dans la machine, bien grandi à l'âge que l'on veut. Il y a des gens, les nourrissons, ça ne les intéresse pas. Hein. Donc pourquoi pas programmer aussi la naissance, l'âge de naissance de l'enfant au stade où on voudra, puisque la couveuse pourra nous le livrer au stade voulu. Bon, ça fait rêver. L'éducation. Est-ce qu'on aura encore besoin d'un droit à l'éducation ? Les textes européens, internationaux sont cousus de droit à l'éducation, l'accès à l'enfant, la protection de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à une éducation neutre. Le droit à l'éducation, c'est quand même très très fourni. Mais là, je vous rappelle qu'on va commander des logiciels en ligne qui seront préinstallés sur l'enfant augmenté. Donc, est-ce qu'il est encore nécessaire de penser à un droit à l'éducation ? Oui, pour les non programmés, il faudra encore les éduquer. Mais les autres auront sans doute accès à quelque chose de tout prêt, tout chaud, qui sera une intelligence artificielle préimplantée. Donc, on va s'éviter les enseignants, les syndicats d'enseignants, le ministère de l'Éducation, tout ça sera une économie d'échelle tout à fait intéressante et un droit à l'éducation qui pourrait s'adapter carrément en disparaissant. Donc il sera remplacé par un droit tout simple qui est le droit au logiciel. Il faudra pouvoir accéder aux différentes versions d'un Windows 2010 et non plus 10. Un Windows qui pourrait donc être un droit, j'ai droit à accéder au logiciel qui me permet de devenir un brillant ingénieur ou de pouvoir programmer l'intelligence artificielle. Le droit au travail, évidemment, va évoluer. Aujourd'hui, vous avez un droit à l'emploi, dans le préambule de 46. Vous avez le droit d'accéder à un emploi. Bon, à ce moment-là, l'humain programmé sera certainement quelqu'un qui sera assez dilettante, puisqu'il n'a pas besoin de travailler. L'intelligence artificielle le fait pour lui. Donc, on aura une mise à la retraite, certainement, des humains, nourris par des robots cuisiniers. Enfin, l'idéal post-humain, c'est un gros paresseux, quand même. Mais à un stade intermédiaire, parce que là, on est vraiment dans l'hyper-science-fiction, à un stade intermédiaire, il y a quand même la question de la prédisposition aux maladies professionnelles. Là, c'est une réflexion contemporaine. D'un côté, on peut donc vouloir effacer l'accès à ces connaissances et dire que je ne dois pas considérer l'état de santé du salarié et sa prédisposition à certaines pathologies professionnelles au moment où je suis supposé le recruter. Ce serait de la discrimination de dire, après tout, s'il travaille dans l'amiante, sachant qu'il va être davantage soumis à une perspective de cancer de l'amiante, je ne vais pas l'employer.
Moi, employeur, je ne vais pas prendre le risque de devoir payer une maladie professionnelle. C'est ça aujourd'hui l'inquiétude des employeurs. Ils veulent avoir accès aux données génétiques ou neurologiques pour pouvoir prendre le bon salarié au bon endroit. Mais notre droit dit non. Cet aléa, l'employeur doit le supporter. On ne peut pas avoir accès à ces données pour recruter. Dans le système nord-américain, aux États-Unis comme au Canada, aujourd'hui, on considère qu'au contraire, l'employeur n'a pas à supporter le risque qu'il peut connaître, que son salarié peut-être lui connaît parce qu'il a accès à ses données de santé, et qu'il lui cache en disant « Tu sais, je risque de développer une maladie professionnelle, mais je prends le risque parce que je veux l'emploi, tandis que toi, que tu paieras mes prestations sociales quand je serai malade. » Et là, on dit non, ce n'est pas à l'entreprise de supporter le coût social. Le financement en Europe est beaucoup plus clair, c'est la collectivité qui va le prendre en charge très largement, sauf faute caractérisée de l'employeur. Mais le post-humanisme pourrait nous amener à une position intermédiaire qui est de dire qu'il est quand même de l'intérêt de l'individu de ne pas faire un emploi, de ne pas prendre un emploi qui pourrait léser sa santé. Et inversement, de prendre un emploi qui pourrait léser les usagers, par exemple. Si je sais qu'un pilote peut être soumis à une forme d'endormissement, enfin je me tourne vers le neurologue, d'épilepsie ou autre, que le pilote, lui, connaît et que l'employeur doit ignorer parce qu'il faut quand même qu'il fournisse l'emploi sans discrimination, est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt de tous que l'on devrait connaître ces éléments de santé pour prévenir des risques? C'est ce qui se passe dans Gattaca, où on ne confie pas de mission dans l'espace à ceux qui n'ont pas une santé parfaite. Donc ça, c'est un module intermédiaire. Je pense qu'au niveau américain, en tout cas aujourd'hui, les esprits sont prêts à ce que ces données, qui sont de la programmation, soient déjà intégrées dans la décision juridique et pour ou contre les droits de l'individu à rentrer sur le marché du travail. J'en viens à la vie privée, parce que le temps passe. Bon, vous avez très bien compris, l'individu programmé est un individu transparent, et de plus en plus transparent, puisqu'il sait ou il ne sait pas, mais les autres savent pour lui. Ce à quoi il est prédisposé, ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il ne pourra pas faire. Ça reste de la statistique, bien sûr. On ne peut pas dire qu'individuellement, sauf s'il a 100% de chances de mourir dans les 10 ans qui viennent, on ne peut pas prédire toujours précisément, mais les techniques vont évoluer et peut-être qu'on le saura de façon de plus en plus fine. Donc la vie privée, vous oubliez, a priori. Les programmes pourront influer sur la connaissance, mais également sur une programmation, donc on saura ce que l'individu va faire à tel moment ou pas. Donc toute la liberté qu'il y a à l'autonomie privée de l'individu risque d'être sérieusement mise à mal. Bon, ça c'était les choses simples. On voit bien que pousser à son maximum, cette logique va nous amener vers là. Il faut que je conclue très vite par les nouveaux droits. Je pense que les programmés, peut-être certains d'entre vous, auront accès à de nouveaux droits, les droits des surhommes. Vous n'y avez pas pensé, mais on parle aujourd'hui de rupture numérique. Plus tard, il y aura certainement un droit à la connexion, puisque je ne suis un homme augmenté que si j'ai accès au réseau Google ou autre, pour avoir cette intelligence artificielle qui me guide en permanence dans mes choix, je vais avoir un droit subjectif à la connexion qui devra m'être fourni par l'État, la collectivité, Google lui-même, s'il a pris le pouvoir. Nécessairement aussi, je ne vais pas accepter, si je suis un homme programmé, d'être jugé, évalué comme les autres. Je ne sais pas s'il y aura encore une justice pénale, mais il y aura certainement une justice, et je ne veux pas qu'un juge non programmé puisse me juger. Donc on aura certainement une révolution dans le système judiciaire avec des justices à deux vitesses, un système judiciaire pour les programmés qui peuvent comprendre la rationalité des programmés et une rationalité un peu plus bas de gamme, un peu plus discount pour l'humain invalidé. Évidemment, un droit à la longévité, ça je vous en ai déjà parlé, c'est ce que mettent en avant aujourd'hui principalement les post-humanistes. J'ai le droit de pouvoir durer le plus longtemps possible et d'avoir accès à tout ce qui me permet de durer. Et alors pour les autres, pour les pauvres invalidés, dont je ferai partie probablement, je vous le dis tout de suite, j'ai essayé de voir ce qu'on pourrait avoir, nous, en contrepartie. Ah, pas grand-chose, il ne faut pas rêver non plus, mais enfin peut-être un droit à réparation qui sera peut-être augmenté, car après tout, si je subis un préjudice de la part d'un homme programmé qui savait ce qu'il faisait, il n'a pas le bénéfice du doute. Il va devoir certainement m'indemniser d'un certain nombre de choses. Oui, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il est tellement sophistiqué, lui, que si moi je lui porte préjudice, ma réparation va aussi douiller beaucoup. J'ai intérêt à avoir un bon assureur, parce qu'avec toute la mécanique qu'il y a dans l'individu contre lequel je viens de me cogner, je risque de payer cher. Bon, oublier la responsabilité, c'est une mauvaise piste. Il y aura certainement de nouveaux préjudices. Alors, je m'interroge pour finir, est-ce qu'il y a un droit fondamental à ne pas être programmé et à ne pas être connecté ? Est-ce que vous refuserez de conduire les voitures autonomes et est-ce que vous refuserez, quand on vous dira il faut vous faire implanter un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'avoir accès à un tas d'informations, est-ce que vous pourrez refuser ? Est-ce qu'il y aura un droit fondamental à ne pas être programmé ou est-ce que la société va y pousser ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un droit de résistance à l'oppression. On reconnaît à l'individu la possibilité d'être fou,
C'est Hobbes qui nous a légué ça, la possibilité de sortir du contrat social, de dire non, moi je vais vivre en ermite. Ça, c'est le droit moderne. Et peut-être que les post-humains accepteront, après tout, que certains individus acceptent de quitter la programmation et de rester ce qu'ils appellent les chimpanzés. Donc j'ai bien peur que ma conclusion soit on va devoir se raccrocher à un droit fondamental à rester les chimpanzés de demain. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. A priori, j'ai épuisé tout mon temps, je suis désolé. Une question, mais il y a déjà beaucoup de réponses, Patrick. Juste une question. Beaucoup de droits, pas de sanctions. Alors, dans les sanctions, si un surhomme programmé, en partie biologiquement et en partie via une intelligence artificielle, commet un de ces nouveaux délits et qu'il a une personnalité multiple, à la fois la sienne, à la fois une personnalité greffée biologique et à la fois une personnalité greffée d'ordre artificiel, laquelle des trois va subir la sanction ? Alors, il y a une sanction que je n'ai pas évoquée parce que je n'ai pas eu le temps, mais très certainement, il y aura une sanction qui consistera à la déconnexion, à la déprogrammation. C'est ce qui se passe aussi dans Gattaca, c'est-à-dire qu'après tout, si quelqu'un ne s'est pas montré digne de toutes les qualités techniques qu'on a pu lui donner, s'il ne sait pas les gérer, on va lui retirer la personnalité juridique, on va lui retirer l'équipement, et il retombera dans la catégorie des invalidés s'il survit à ce processus inverse. Donc aujourd'hui, nous avons un droit à la personnalité juridique qui ne peut pas être retiré. Le principe de dignité veut que, c'est l'article 16 du Pacte international sur les droits civils et politiques de mémoire, qui dit que chacun a droit à la reconnaissance en tout temps et en tout lieu de sa personnalité juridique. Donc le migrant qui arrive sur une plage européenne, nu, sans papier, sans identité, je ne sais pas qui c'est juste un humain, je dois lui reconnaître la personnalité juridique. Je ne peux pas dire, toi tu tombes bien, tu seras mon esclave, car après tout, on ne sait pas d'où tu viens, personne ne te protège, tu n'as aucun État derrière toi, tu es un apatride, aucune collectivité ne fera barrage entre toi et moi, je suis le plus fort, je te prends. Non, ça, notre droit moderne ne le fait pas. Mais le droit postmoderne pourra sans doute considérer qu'on peut déchoir du système programmé, et ce sera une sorte de peine de mort virtuelle. Ça suffit, ça, comme sanction ?